Bonjour tout le monde. Je suis Eric Mutabazi, je viens du Rwanda, dans le diocèse de Butare, où mon évêque Philippe Belocambo, qui est ici présent, d'ailleurs qui m'a aidé spirituellement, moralement et financièrement. Je pense que c'est le moment de le remercier devant tout le monde. Mais je ne suis pas à l'Université catholique de l'Ouest, je suis à l'Université catholique de l'Ouest à Angers en France. Et je suis professeur associé à l'université et invité de recherche à l'université de Laval au Canada. Aujourd'hui, je suis en séjour de recherche en Suède où je réalise un travail de recherche sur la question de l'éducation à la citoyenneté des élèves ici de l'immigration. C'est pour cela que Jean-Paul m'a demandé de venir vous présenter quelques éléments sur le travail que je suis en train de réaliser, mais en faisant une étude comparative entre la France et la Suède. Alors, quel est le constat exactement? Ou bien je vais commencer par vous présenter le plan que je vais suivre. Donc je vais commencer par le constat, après les questionnements, et ensuite les résultats, et je vais conclure avec les défis de l'inclusion scolaire, sociale et professionnelle. Concernant le constat, aujourd'hui en Europe, on reçoit presque tous les jours les jeunes issus de l'immigration. Il y en a même qui osent traverser la Méditerranée pour venir chercher la vie meilleure en Europe. Parmi ces jeunes, il y en a, plutôt parmi ces immigrés, il y a les jeunes qui ont l'âge de la scolarisation. Et certains viennent tout seuls, sans leurs parents. On les appelle les mineurs non accompagnés. Et parmi ces mineurs non accompagnés, en France, 95% des mineurs non accompagnés viennent d'Afrique. 95% viennent d'Afrique. En Suède, les jeunes viennent aussi de différentes régions du monde comme en France. Et une partie des jeunes, on constate aussi qu'ils viennent aussi d'Afrique, notamment au Soudan et au Somalie. De manière générale, l'immigration est liée à des conditions économiques, sociales, politiques et de grande précarité. On peut signaler par exemple la question de grand-mère familiale, un décès des parents, la guerre, le travail forcé, la violence sexuelle, le trafic de mineurs. Et je n'ai pas oublié aussi, il y a des familles qui envoient les enfants en Europe en pensant en fait qu'ils vont avoir une meilleure vie. Même les enfants, même les familles défavorisées. D'accord? Alors, quelques questionnements. En fait, on envoie les enfants en Europe. Oui, mais est-ce qu'on sait ce qu'ils vont devenir? Je me rappelle le premier jour où je suis venu en Europe, je pense que le lendemain, je serai très riche, que je vais avoir beaucoup d'argent, des voitures, etc. Mais est-ce que vous savez ce qu'ils vont devenir ces jeunes? C'est ça qui m'a intéressé. Alors, comment ces jeunes sont accueillis et accompagnés? Alors, je vais m'appuyer sur les travaux de Bayer et Sonovila. Quelles difficultés rencontrent-ils? Quel est l'état de la reconnaissance des droits fondamentaux en Suède et en France? Comment différentes structures en Europe, notamment en France, en Suède bien sûr, font face à la pluralité et diversité des immigrés? Donc c'est la thématique de notre colloque aujourd'hui. Quel est l'accès à l'éducation et à la formation à la citoyenneté qui leur sont proposées? Quelles sont les méthodes et dispositifs utilisés pour faciliter l'inclusion scolaire? Et quels défis de l'institution scolaire face aux élèves issus de l'immigration? Voilà les différentes questions que je me suis posées et que je vais essayer de vous présenter quelques résultats parce que je suis encore à la recherche. Je suis toujours en Suède jusqu'au mois de juin. Et donc ce que je vous propose, c'est vraiment des résultats exploratoires pour vous montrer les données, les premières données de mon travail. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est plutôt
un travail exploratoire en cours. Le cadre est théorique, donc j'ai essayé de lire les documents, les ouvrages sur la question, analyser les textes officiels par rapport à l'accueil des enfants issus de l'immigration. Et puis je fais des entretiens avec les enseignants, les chefs d'établissement, surtout en France. Je fais des entretiens avec les chefs d'établissement dans l'enseignement catholique. Alors, concernant la situation d'accueil des immigrés en France, on voit que à cause du nombre important des immigrés en France, l'État n'arrive pas à gérer tout seul. Donc il y a des associations qui sont impliquées dans l'accompagnement et dans l'accueil des jeunes issus de l'immigration. Et puis il y a les départements qui participent au financement et les écoles qui s'occupent des préfectures, qui s'occupent aussi d'attribuer tout ce qui est autorisation de séjour ou pas, et l'école qui va s'occuper de la scolarisation. C'est différent en Suède, parce qu'en Suède, c'est surtout le service de l'immigration qui est impliqué dans l'autorisation de séjour ou pas des jeunes issus de l'immigration. Donc il n'y a pas d'associations qui sont impliquées, il y a vraiment le service de l'immigration. Et l'école qui est aussi impliquée dans l'accompagnement, dans l'accueil et dans l'inclusion de ces élèves issus de l'immigration. Concernant quelques limites, ces travaux de recherche, notamment les Médecins sans frontières, montrent qu'il y a un manque d'égalité devant la loi. C'est-à-dire, si je donne un exemple, on peut être reconnu, par exemple, pour les enfants mineurs non accompagnés, on peut être reconnu comme mineur dans un département en France, par exemple Angers, où j'arrive, où j'habite, et ne pas être reconnu dans un autre département. Parce qu'il n'y a pas de méthode fixe pour évaluer, en fait, l'âge exact des jeunes. On constate également qu'il y a une forme de droit à l'injustice. C'est-à-dire, pour avoir le droit à guichet, c'est-à-dire des rendez-vous pour être accueilli et écouté, ça dépend en fait de la présence et des services qui sont en place. Et concernant le droit à l'identité, lorsqu'on a les services de l'évaluation, notamment des mineurs, ne cherchent pas à savoir si l'enfant est mineur. Ils partent avec des doutes. En disant, en fait, l'enfant, en fait, il y a devant moi, il est majeur, il a essayé de changer l'âge, on parlait des Africains, ils disent qu'ils ont, c'est pas 14 ans, alors que normalement, ils ont 21 ans. Donc, il y a au départ le jugement au niveau et de la mise en question au niveau de l'état de minorité des élèves qui sont accompagnés. Bien sûr, là, il y a derrière, quand tu es reconnu comme mineur, tu es pris en charge par l'État, tu es accompagné, et lorsque tu es reconnu majeur, tu es majeur, c'est à toi de te prendre en charge. Donc tout le monde cherche à avoir cet état de minorité pour accéder au financement et à l'accompagnement. Donc j'ai constaté qu'en Suède, c'est presque les mêmes observations qu'en France. Et concernant la scolarisation, bien sûr, la France et la Suède veillent à ce que le droit de l'enfant soit respecté. Ces enfants sont accueillis au même niveau que les autres, sans considération de leur nationalité, de leur statut, au regard de l'immigration et de la patrie. Parce qu'il y a des enfants, on ne connaît pas exactement leur citoyenneté, leur pays d'origine. Mais ça, c'est pour vraiment les enfants reconnus comme mineurs. Ceux qui sont majeurs, ils sont majeurs seulement, donc ils sont adultes. Elle pose comme fondamental l'inclusion scolaire de tous, sans aucune distinction. En France, la mise en œuvre de cette politique est confiée en France au Centre académique pour la scolarisation des élèves nouvellement arrivés et des voyageurs, CASNAV. Et il y a une équipe qui est IPDESA, qui est chargée de faciliter l'inclusion des enfants issus de l'immigration. En Suède, le niveau élémentaire, donc de 6 à 16 ans, n'est pas obligatoire pour les demandeurs d'asile et des sans-papiers. Alors qu'en France, tout le monde doit être scolarisé. En Suède, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez y aller ou ne pas y aller. Donc c'est à vous de choisir. La classe préparatoire, donc, étude différentes, on étudie les différentes matières, notamment
en base de langue suédoise ou inclusion pour faciliter l'inclusion dans les classes ordinaires. Il existe dans 2 pays différents dispositifs et méthodes pour accompagner ces jeunes dans les apprentissages. Alors, comment on intègre ces jeunes? Donc, il faut tenir compte plutôt de l'apprentissage de la langue, parce que la langue est un instrument d'inclusion, d'intégration de ces jeunes. Donc, en France et en Suède, l'école considère ces enfants d'abord sous leur langue linguistique. Donc, on va tenir compte d'abord de la langue de l'enfant. Donc, la plupart de ces jeunes sont allophones. Donc, les enfants allophones sont des enfants qui ne parlent pas la langue de scolarisation dans les pays d'accueil, notamment donc là, la langue française et suédoise. Et l'accompagnement insiste, surtout en France, sur l'enseignement de langue française et suédoise et attaquer la langue de scolarisation, voire d'intégration. En France, bien sûr, au niveau des apprentissages, on va insister sur tout ce qui est lexique, opération des sons, les mots, l'expression orale, les poèmes courts, le vocabulaire, des mots qui structurent des phrases, l'appropriation à l'écriture, etc., etc., plus particulièrement à l'école primaire et au collège. Cependant, c'est différent en Suède parce que l'élève a droit à de langue maternelle, ce qui est différent en France. En France, on ne peut pas te proposer l'apprentissage de langue maternelle. En Suède, eux, ils vont te proposer l'apprentissage de ta langue maternelle. C'est-à-dire, si tu es d'origine rwandaise, on va te proposer d'apprendre le Kinyarwanda. Si tu es du Burundi, on va te proposer d'apprendre le Kirundi, etc., etc. Donc, par contre, cet apprentissage est accepté par rapport à une certaine condition. D'abord, il faut que cette langue soit parlée en famille, parce que ce n'est pas l'école qui va jouer ce rôle, mais il faut que la langue soit parlée en famille. Mais aussi, il faut qu'au niveau de la commune, il y a au moins 3 élèves concernés par cette langue. Donc, il y a des conditions pour proposer la langue. Donc, le suédois peut être considéré en certains cas de jeunes comme en langue seconde. C'est-à-dire qu'en France, la langue française est obligatoire et proposée à tout le monde, alors qu'en Suède, tu peux apprendre ta langue maternelle et le suédois, qui est langue nationale, est considéré comme langue seconde. Cependant, les jeunes apprennent la langue française et suédoise à travers d'autres disciplines, notamment l'histoire, la mathématique, la géographie, etc., etc. Alors, pour faciliter l'inclusion des apprentissages à l'école, on va passer d'abord par l'évaluation. Donc en France et en Suède, l'inclusion des élèves issus de l'immigration débute par une évaluation de leurs acquis, plus particulièrement à l'école primaire et au collège. On va voir après pour le lycée. Donc cette évaluation prend en compte leur parcours scolaire antérieur, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont été scolarisés dans leur pays d'origine ou pas. Et leur langue est parlée, qu'est-ce qu'ils parlent, est-ce qu'ils parlent l'arabe, est-ce qu'ils parlent le Kinyarwanda, le Swahili, etc. Ainsi que le niveau scolaire le plus adapté à leur profil dans le pays d'accueil. C'est-à-dire, on va évaluer l'enfant, on va voir si, par exemple, s'il a 10 ans, est-ce qu'il faut le mettre en classe des élèves de 10 ans dans le pays d'accueil, ou bien il faut le mettre dans une classe plus bas. Donc, cependant, au niveau lycée, ça pose problème parce qu'ils ont presque l'âge de la majorité. Là, on va les proposer tout de suite une orientation professionnelle parce que c'est la profession qui va les permettre d'intégrer la société. S'ils terminent la formation et qu'ils n'ont pas d'emploi, là, ils risquent de retourner dans leur pays d'origine. Mais s'ils ont appris un métier et qu'ils peuvent contribuer aux dépenses de la société, là, leur séjour peut être accepté, donc ils peuvent avoir la carte de séjour. Donc, en France notamment, des associations et des enseignants d'ailleurs orientent ces jeunes qui sont presque de l'âge de la majorité à la formation professionnelle. En Suède, l'attention plus particulière est portée à une évaluation positive, valorisant les compétences déjà acquises. Donc on ne va pas chercher à savoir ce que l'enfant ne connaît pas, les compétences qu'il n'a pas. On va chercher plutôt les compétences qu'il a développées, on va les valoriser
Et on ne va pas chercher, comme en France, à chercher plutôt des compétences qu'il n'a pas acquis, mais plutôt des compétences déjà acquises. Donc, aussi bien en France qu'en Suède, le parcours de l'élève à l'école primaire et au collège peut être modulé en fonction des matières enseignées. Il peut par exemple être intégré au niveau inférieur à celui de son âge pour les cours de langue, notamment suédois-français, tout en étant regroupé avec des jeunes de son âge pour d'autres activités, par exemple le sport. Le sport n'a pas besoin de compétences nécessaires pour, ou bien inférieures pour pouvoir travailler, jouer avec les autres. En France, certains collèges ont mis en place des classes spécifiques pour ces élèves. Donc le temps de récréation devient alors les moments privilégiés pour favoriser l'interaction avec d'autres collégiens ou lycées et encourage l'inclusion sociale. Concernant l'orientation scolaire, là je ne vais pas insister sur le primaire collège parce qu'ils suivent le cursus normal. Ce qui m'a intéressé beaucoup plus, c'est le lycée. Donc en France et en Suède, il y a une forte orientation à la professionnalisation, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc la profession, comme je l'ai dit, permet surtout sur le plan sociétal d'intégrer l'intégration sociale de ces jeunes. Et sur le plan administratif, ça permet bien sûr à ces jeunes d'obtenir leur carte de séjour dans le pays d'accueil pour qu'ils puissent rester dans le pays d'accueil. Sur le plan économique, bien sûr, la formation professionnelle va aider ces jeunes, ces élèves, à contribuer et pas être à la charge de la société, mais à contribuer aux dépenses de la société. Et sur le plan personnel, bien sûr, il y a la reconnaissance, l'estime de soi, parce que lorsque tu travailles, tu te sens utile et reconnu aussi par les autres. Défi en France, la formation des enseignants et des autres accompagnateurs, parce qu'on accueille les enfants de l'immigration, c'est vrai qu'il y a des enseignants qui sont formés, mais ce n'est pas tout le monde qui est formé à accompagner les élèves ici de l'immigration. Et après, il y a la diversité des élèves. Normalement, ceux qui ont été scolarisés ou pas, c'est pas pareil si un élève a été scolarisé dans son pays d'origine qu'un élève qui a été scolarisé dans son pays. Donc, il y a une différence au niveau de l'accompagnement, mais aussi il y a une différence au niveau de culture, de religion, parce qu'on peut se retrouver devant les élèves ici de dizaines de pays qui ne parlent pas la même langue, qui ne pratiquent pas la même religion. Ça devient beaucoup plus difficile pour les enseignants et les autres accompagnateurs qui ont tendance à les accompagner en groupe. Alors, chaque établissement en fait essaie d'accompagner les élèves par rapport à ces méthodes. Il y en a qui essaient de faire un accompagnement généralisé, donc on va accompagner tous les élèves au même niveau, en même temps, sans différencier. Il y a d'autres qui essaient d'individualiser. Il y a par exemple un chef d'établissement d'enseignement catholique qui m'a dit que lui préfère avoir des jeunes qui sont envie d'apprendre. Donc, les élèves qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de s'en sortir, lui, il est là pour les soutenir, pour les aider. Cependant, ceux qui ne sont pas motivés, qui sont absents, et lui aussi, il laisse, donc il ne s'investit pas dans l'accompagnement. Lorsque ces jeunes terminent leur formation, le chemin permettant d'accéder au travail et aussi un parcours d'obstacles. Parce que souvent, il y a les démarches administratives à réaliser pour l'extension de l'autorisation de travail. On a aussi constaté qu'il y a des protections face aux décisions prises interdisant ces jeunes l'accès au travail, voire même de séjour. Par exemple, on va dire en fait le métier que tu as choisi de faire, il y a du monde sur le marché du travail, donc ça n'est pas utile pour la société. Là, ça peut conduire à ne pas avoir notamment la carte de séjour, l'autorisation de travail.
Devenus majeurs, les services sociaux qui les accompagnent rencontrent parfois des difficultés pour l'obtention des passeports de pays d'origine à cause de mauvaises relations diplomatiques ou d'autres problèmes. Parce que lorsqu'on demande, par exemple, l'asile politique, souvent il y a des jeunes qui mentent, qui disent qu'ils viennent, je sais pas, du Centrafrique, alors qu'ils viennent du Congo, etc., etc. Donc, quelquefois, il est difficile de reconnaître l'identité exacte des jeunes et le pays fait d'accueil. Aussi, lorsqu'on demande le papier, ils disent que ce n'est pas le jeune ici dans notre pays, donc on ne va pas lui donner les papiers. Et puis, il y a aussi les pays d'origine qui n'acceptent pas de donner les passeports d'autres documents officiels. Le défi mensuel, c'est que même s'ils proposent l'apprentissage de langue maternelle pour les élèves, mais il y a quand même une hétérogénéité des groupes pour l'enseignement en langue maternelle. Donc il manque aussi des enseignants, des conflits, on regarde, on constate des conflits, mais aussi des mélanges culturels et souvent religieux. Il y a aussi des méfiances des familles au régime ou au projet, parce que quelquefois les familles souhaitent que les jeunes issus de l'immigration, au lieu d'apprendre la langue maternelle, ils apprennent plutôt la langue suédoise pour qu'ils puissent s'intégrer dans la société. Donc il y a même les familles qui ne veulent pas que l'enfant apprenne la langue maternelle. Et enfin, il y a parfois des méfiances par rapport à l'enseignement. Parce que certaines situations pédagogiques révèlent des tensions entre les normes éducatives suédoises et les repères culturels ou religieux des élèves. Par exemple, pour les enfants de religion musulmane, lorsqu'on a un enseignant qui vient des pays qui pratiquent cette religion, souvent, de ne pas pratiquer la piscine, ce n'est pas mauvais. Parce que on n'oublie pas que les enfants se mettent en maillot d'obé, etc., etc. Donc c'est normal pour l'enseignant qui va accompagner ses élèves, ce qui est contradictoire à des valeurs défendues par la société suédoise qui est démocratique. Donc, pour terminer, j'ouvre cette présentation par quelques travaux réalisés sur le défi de l'éducation à la citoyenneté contemporaine, notamment pour les jeunes issus de l'immigration, parce que je trouve que par rapport à ces jeunes ou bien à d'autres personnes qui sont en situation de fragilité, on se retrouve à une forme de citoyenneté empêchée. Et cette citoyenneté empêchée est souvent liée à nos appartenances, à nos communautés. Hier, Monseigneur parlait de la question des tribus, mais je trouve qu'aujourd'hui, quelquefois, nos appartenances ethniques et culturelles de tribus peuvent nous freiner dans la reconnaissance de la citoyenneté, mais également, on se pose la question de savoir ce qui est transmis concrètement au sein de nos communautés. En d'autres questions, est-ce que nos communautés d'appartenance nous aident à former, à apprendre la citoyenneté, ou bien nos communautés sont plutôt des freins pour l'apprentissage de la citoyenneté. Donc, face à cela, aujourd'hui, on se rend compte que dans nos communautés, il y a plutôt les citoyens et les citoyens de seconde classe. Parce que, à cause de nos appartenances culturelles, ethniques, religieuses, quelquefois on est bloqué, on n'est pas reconnu, en tout cas on rencontre des difficultés pour exercer pleinement la citoyenneté. Je vous remercie pour votre écoute.